Confirme son renouveau sur la scène européenne, entamé déjà la saison dernière. Oui, c'est peut-être le retour du grand Barça parce qu'il y avait eu un grand passage à vide tout de même ces dernières saisons sur la scène européenne pour le FC Barcelone. On vous a compilé les saisons du Barça, ces dernières saisons en Ligue des Champions, avec notamment les saisons 2021-2022 et 2022-2023 qui s'étaient arrêtées dès la phase de groupe de la Ligue des Champions, avec seulement 7 points à chaque fois au compteur. La saison dernière, c'était quand même un petit peu mieux avec un quart de finale. Ils étaient sortis de la phase de groupe donc avec 12 points. Et puis cette saison, donc deuxième après 6 matchs disputés. Et c'est surtout l'attaque du Barça. C'est un Barça qui est de nouveau attrayant offensivement, 21 buts marqués. C'est le meilleur bilan offensif après 6 matchs joués. C'est même le meilleur bilan de l'histoire du Barça après 6 matchs en Ligue des Champions. C'est mieux que lors de la saison 2014-2015, la dernière saison où ils ont soulevé le trophée. Pourtant, souvenez-vous, cette saison-là, il y avait une attaque qui était exceptionnelle, la fameuse MSN, Messi, Suarez, Neymar. Là, c'est une attaque qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, avec Rafinha, Lamine Yamal et Lewandowski, qui sont peut-être le meilleur trio actuellement en Europe. Le Barça qui a eu quelques ratés donc fin 2024, mais qui a démarré 2025 en boulet de canon. Là encore, vous l'avez évoqué. J'imagine que vous l'avez vu ce match également, la finale de la Supercoupe face au Real Madrid. Est-ce que c'est un coup de tonnerre qui a fait trembler à nouveau l'Europe? Est-ce qu'on s'attend à les voir dominer à nouveau ces Catalans? Mais c'est un coup de tonnerre parce que moi je pensais que cette équipe du Real Madrid avait réduit la distance avec le Barça. Parce que moi sur les 10-15 premiers matchs, je vais dans le sens de José, j'avais dit que j'en faisais mon favori pour la Liga et qu'elle sera très très dure à battre. Je pensais qu'elle serait très très dure à battre en Ligue des Champions. Elle a eu un vrai gros coup de moins bien et là elle est revenue à son meilleur niveau avec un vrai collectif, une vraie pensée commune. Alors Romain parle à juste titre des joueurs offensifs et de cette pépite, à mon avis, Lamine Yamal, qui va nous illuminer pendant les 15 prochaines années. Mais à tous les postes, il y a des vraies complémentarités qui se dégagent. Or, je ne sais pas si c'était un problème physique, la baisse de régime de cette équipe, mais si elle est à ce niveau-là, je la vois aller très loin en Ligue des Champions. Et dans cette finale de la Supercoupe d'Espagne, l'homme du match, c'est le Brésilien Rafinha, qui est également le deuxième meilleur buteur de la Ligue des Champions. Rafinha, qui a été choisi comme MVP des 6 premières journées par José, Romain et vous. Non, et Cédric Kanté. Et trois choix pour Rafinha. On va se pencher sur le cas de ce joueur qui n'a peut-être jamais été aussi fort. Et c'est François Martinet qui s'en charge. Alors, Romain, Rafinha est donc votre MVP des 6 premières journées et les chiffres ne peuvent que vous donner raison a priori. Oui, forcément. Déjà, il était inattendu à ce niveau-là, Rafinha, cette saison, sa 3e saison au FC Barcelone. Et ses chiffres ont effectivement explosé. Il est impliqué dans 28 buts avec le FC Barcelone, entre la Liga, la Coupe et donc la Ligue des Champions. 19 buts et 9 passes décisives. Il est décisif, c'est simple, toutes les 80 minutes. Ça veut dire qu'il est décisif lors de tous les matchs qu'il dispute cette saison en moyenne avec le FC Barcelone. Il a déjà été titulaire plus de fois que la saison dernière notamment. Donc il est davantage utilisé, responsabilisé dans un rôle de capitaine. Et en Ligue des Champions, il est impliqué dans 8 buts avec le Barça, 6 buts, 2 passes décisives. C'est le 2e meilleur buteur de la compétition. Et là, il fait même encore mieux puisqu'il est décisif toutes les 59 minutes avec le FC Barcelone. Il a marqué lors de 4 des 5 victoires du Barça cette saison. C'est si difficile à défendre et pourquoi il affiche ses stats aussi exceptionnelles cette saison, Rafinha, par rapport aux précédentes? Il a clairement franchi un palier. Alors, on ne le découvre pas, ça a toujours été un bon joueur, sauf que là, cette saison, il est rentré dans une autre catégorie, il est rentré dans la catégorie des top players. On a évoqué Mo Salah tout à l'heure, s'ils sont sur le même niveau actuellement, ils font partie des meilleurs joueurs dans la planète football. Il est déterminé dans tout ce qu'il entreprend, on voit beaucoup, il dégage une énergie vraiment positive, à l'image du but qu'on a vu tout à l'heure, donc face au Bayern Munich, où il contrôle de la poitrine, c'est Upamecano avec qui il est au duel, mais il dégage une telle puissance, on a l'impression que Upamecano, c'est un minot à côté, donc c'est assez surprenant, donc cette détermination qu'il a, et puis après, il est habile, il faut le dire aussi techniquement, donc vous associez donc un mental où vraiment il a envie de s'installer, il porte le brassard, il dégage quelque chose avec ses qualités techniques. L'association fait que il a son prime. Il a son prime là cette saison. C'est un joueur qui à chaque match, on sait qu'il fera des différences individuelles et collectives. Et surtout, ce qui est intéressant, ce que disait Koundé, c'est que c'est l'un des joueurs qui fait le plus d'efforts aussi défensifs sur le terrain. Et donc il soulage donc énormément donc son avant-centre Lewandowski parce que défensivement il fait le job et puis il est capable de créer. Donc il a une palette qui est très large, l'altruisme, la finition. Et puis donc non, c'est aujourd'hui un top player. Top player pour Rafinha sur ce canapé. Vous avez voté, vous, pour Mohamed Salah. Et vous, Samuel Lobé, vous avez choisi Victor Gyökeres, qui est donc l'un des meilleurs buteurs de la compétition, avec 5 buts pour le Sporting. Pourquoi ce choix? Et pour refermer cette page du MVP, on va voir quel est votre choix, le choix des abonnés pour ces 6 premières journées. Eh bien, vous avez été plus de 25 000 à choisir
Vinicius Junior, selon vous, qui recueille 25 000 votes devant Rafinha avec 19 000 votes. Mohamed Salah est 3e et Lewandowski 4e. Vinicius Junior MVP, pourquoi pas, José? Il aura été exceptionnel, notamment contre Dortmund, on s'en souvient. Oui, un début de saison malgré tout, donc pour moi assez irrégulier. Alors oui, il sera toujours capable de faire des comme son club en fait. Exactement, des fulgurances. Il doit s'adapter aussi à un nouveau cadre aussi dans son équipe, c'est Kylian Mbappé. Donc l'association n'a pas toujours été parfaite, mais évidemment, ça reste là aussi. On parlait de top player, il fait partie des top players de la planète football, donc qu'il soit devant pour les abonnés, ça me surprend pas. Il a le maillot qu'il faut aussi, donc pour ça, pour les abonnés, pour être exposé. On note que si on ajoute donc Rafinha plus Lewandowski dans le vote des abonnés, on va peut-être passer par-dessus Vinicius. C'est ce au niveau des clubs en tout cas. C'est ça. Mais après. Il est capable, on sait qu'il fait partie des joueurs qui, à eux seuls, peuvent décider du sort d'une rencontre. C'est-à-dire qu'un Vinicius, à un moment donné, le match est fermé, s'il décide de piller le match, s'il est dans un bon jour, il est capable de le faire. Donc il a déjà fait. Et dans des matchs très importants, notamment dans les finales de Ligue des Champions. Donc voilà, ça reste un joueur. Et là, sur ce parcours-là, oui, il y a eu quelques étincelles à des moments donnés où son équipe était en grande difficulté. Il a été capable de remettre son équipe sur les rails. Mais enfin, pour l'instant, le Real Madrid est 20e au classement, assez loin du podium, où l'on retrouve donc Liverpool, Barcelone et Arsenal qui compte 13 points en 6 matchs. Et ce qu'on peut dire de ces Gunners, Romain, c'est qu'ils se sont montrés absolument redoutables dans l'exercice des coups de pied arrêtés. Oui, et pas seulement cette saison. Déjà les saisons précédentes, souvenez-vous, commençait à y avoir déjà une vraie domination des Gunners sur les coups de pied arrêtés. Mais ça se confirme également cette saison. Ils inscrivent 32% de leurs buts sur coups de pied arrêtés cette saison. Alors en Europe, il n'y a que l'Inter qui a inscrit plus de buts, 21 sur ces phases de jeu arrêtés. Pour Arsenal, c'est 20 de leurs 62 buts marqués, toutes compétitions confondues. Et notamment 11 buts sur corner. C'est l'équipe européenne la plus efficace sur corner. Alors le revers de la médaille par contre, c'est qu'ils ont encaissé 38% de leurs buts sur coups de pied arrêtés, 10 sur 26 buts encaissés. Ça c'est un petit peu étonnant, c'est vrai, mais en tout cas offensivement, il faut rappeler qu'ils ont un spécialiste des coups de pied arrêtés qui est français d'ailleurs, qui s'appelle Nicolas Jauvert. Et c'est vrai qu'on voit souvent des combinaisons, et souvent ces combinaisons ça paye, ils arrivent à marquer. Et on voit souvent les défenseurs centraux, Gabriel ou Saliba, marquer justement sur les corners grâce à ces combinaisons travaillées. Alors, Monsieur Philippe, est-ce que la palette peut nous expliquer pourquoi est-ce que les Gunners sont si forts sur l'exercice des coups de pied arrêtés? Alors, on ne peut pas tout expliquer, mais Nicolas Jauvert garde ses secrets, donc on ne peut pas tout savoir. C'est l'ancien, comment on appelle ça, analyse vidéo de Montpellier. Borussia Dortmund. La même place qu'en Ligue des Champions. Effectivement, mais c'est mieux en Ligue des Champions. C'est ça. C'est mieux en Ligue des Champions. Dans quelques instants, on va parler du PSG qui s'apprête à recevoir Manchester City. Paris qui, pour l'instant, a l'air de s'activer sur le marché des transferts. Oui, ça va bouger dans les prochaines heures du côté du PSG, avec notamment Randal Kolo Muani qui a été absent de la feuille de match lors des 5 dernières rencontres. Merci Romain. Comme promis, on se penche à présent sur l'un des points chauds de cette 7e journée, celle de la semaine prochaine. Le match qu'on vous propose pour mercredi prochain se joue au Parc des Princes où le PSG reçoit Manchester City. L'affiche est belle, les noms sont prestigieux, mais il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un match de la peur. Car Man City est 22e au classement avec 8 petits points et le Paris Saint-Germain est 25e avec 7 points, vous le voyez. 25e, c'est la première place éliminatoire. Et oui, en rouge, vous le voyez ici, il faut absolument terminer au-dessus de cette 25e place pour continuer l'aventure européenne. José, qu'est-ce qu'il vous inspire ce match de la peur? Est-ce que cet enjeu considérable pourrait tétaniser les uns ou les autres? Concernant le Paris Saint-Germain, c'est le match quand même de la saison pour eux. Ils jouent leur saison sur ce match-là. La qualification, il faut aller la chercher. Le championnat, ils le maîtrisent, on le sait. Même si l'objectif premier, officiellement, n'est pas d'aller gagner tout de suite avec des champions. Ça reste quand même un objectif du club. Et l'objectif, c'est pas de sortir, effectivement, de ne pas être capable de se qualifier pour les 8e. Donc ce serait quand même un coup de tonnerre. Et pareil pour City. Donc les deux sont dans une situation inconfortable. Paris, au vu du classement, et qui plus est donc chez eux à domicile, l'est un peu plus. Il y a une obligation donc, de résultats un peu plus forte, à mon sens, donc, pour les Parisiens. Mais c'est une vraie surprise de voir ces deux formations donc, calibrées pour l'Europe, justement, dans une telle situation, donc à 2 journées de la fin. Alors Man City, 22e au classement, qui reste sur un nul et 2 défaites en Ligue des Champions. Ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu les Sky Blues avec un tel bilan.
Ouais, le dérapage de Manchester City. Pourtant, la saison avait bien débuté. Un nul et 2 victoires pour débuter après 3 rencontres disputées. Mais c'est vrai que le bilan après 6 matchs, il est assez faible. 8 points inscrits seulement. C'est le deuxième plus faible total du club en Ligue des Champions. Ils avaient inscrit 3 points en 2012-2013. Ils avaient été éliminés cette saison-là dès la phase de groupe. Pourtant, ils étaient champions en titre à ce moment-là. Ils venaient de remporter leur premier titre de champion d'Angleterre depuis l'arrivée des nouveaux investisseurs. Et puis, regardez un Manchester City qui encaisse un but tous les 5,6 tirs de l'adversaire. C'est ça aussi qui marque les esprits, c'est-à-dire que Manchester City est devenu une équipe très vulnérable sur les attaques et notamment sur les contre-attaques des adversaires. Alors, est-ce que Man City est enfin guéri ou est-ce que la rémission reste fragile? Samuel, vous avez commenté les Sky Blues hier soir en déplacement sur la pelouse de Brentford. Ils ont mené au score avant de se faire reprendre. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, mais je les ai commentés aussi contre Leicester quand ils ont gagné et quand ils ont gagné chez eux contre... D'accord, donc vous connaissez parfaitement cette Je les ai vus sur les 3 derniers matchs contre West Ham. Exactement. Donc c'est deux victoires, et ce nul et ce nul. Et le constat est le même sur ces 3 matchs. Alors les 2 victoires font du bien, ils sont allés les chercher, c'est pas du hasard, mais ils ont une vraie fragilité défensive. Et ce qui est paradoxal, c'est pour ça que Pep Guardiola il doit être quand même soulagé, mais pas pleinement satisfait, c'est qu'ils ne se montrent pas dangereux dans leur style habituel. C'est pas sur des attaques placées qu'ils arrivent à déstabiliser l'adversaire. Ouais. Tous les buts qu'ils ont marqués, c'est en partant d'une position basse, en prenant souvent appui sur Erling Haaland, qui sert de pivot. C'est un jeu qu'on ne voyait pas auparavant du côté de City, et sur des attaques rapides. Donc, fébriles, je les trouve défensivement. Dans le replacement, c'est compliqué parce qu'il n'y a qu'une seule sentinelle, c'est Kovacic. Alors, Bernardo Silva, il vient faire la variable d'ajustement, il vient aider à défendre, mais ce n'est pas un milieu défensif. Ouais. Et dès que l'adversaire appuie un petit peu, je sens cette équipe capable de faire des erreurs. Donc, oui, ça reste une équipe encore malade, qui va un peu moins mal qu'il y a quelque temps, mais qui a vraiment des zones de fragilité. Et le symbole de l'état de forme de City, c'est évidemment Erling Haaland, encore muet donc hier soir sur la pelouse de Brentford. D'une manière générale, le Norvégien s'est montré très discret sur ces dernières semaines. Alors c'est quoi le problème avec Haaland? Élément de réponse avec Sébastien Girard. C'est vrai qu'il avait placé très très haute cette barre. Comment est-ce que vous expliquez la baisse de rythme quand même du cyborg? Est-ce qu'il commence à gamberger, le Norvégien? Non, je pense pas. Elle est naturelle. Je pense que tous les grands attaquants, à un moment donné, ils ont aussi une petite baisse de forme. Elle est parallèle aussi donc à celle qu'a connue son équipe sur un plan collectif. Après, vous venez de le dire, on place la barre très 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 haute parce que même dans sa baisse de forme, il continue de marquer. Il performe. Après, ce qu'on attend de lui, c'est peut-être de le voir plus dans le jeu, mais ça n'a jamais été son jeu. C'est un joueur qui existe que dans la surface adverse. Et là, un joueur de 4e division, dit Roy. C'est un joueur qui est là pour valider. Il valide le collectif de son équipe. Lui, c'est ça son rôle. C'est-à-dire que le collectif, il est fort du côté de City. Et à un moment donné, on le valide par un buteur et c'est lui. Donc le ballon arrive dans la surface, il arrive toujours à être disponible, il sent les coups, il arrive. Et quand le collectif est un peu moins fort, il est moins prégnant, il existe un peu moins. Donc c'est ça aussi. Ça reste pour moi un attaquant donc redoutable, un registre particulier, un profil particulier. Et donc, il saura, en tous les cas, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il marque aussi, effectivement, lors d'une finale, lors d'un grand moment. Ouais. C'est le marqueur qui lui manque, même pour lui, je pense, donc individuellement. Ça viendra peut-être cette saison, mais je préfère l'avoir dans mon équipe que contre. Oui, surtout toi. Ouais. En face. Exactement. Voilà, donc, Et nous, c'est la palette qu'on a dans notre équipe pour d'éclairer peut-être le positionnement en positif ou en négatif d'Erling Haaland. On va faire les deux en 2 fois. Ouais. D'abord le positif, parce qu'il a retrouvé quand même une certaine forme. Finalement, il n'est pas servi sur ce coup-là, mais regardez, il garde un œil, il regarde, il surveille un petit peu, il reste sur ce deuxième poteau, parce que c'est là très souvent qu'il c'est toujours pareil. Alors là, c'est le deuxième poteau qu'il cherche. Toujours sa zone. Très souvent, il cherche son parfait. Oui. On ne peut pas dire que ce soit un joueur en méforme qui réalise une action pareille. Il est revenu dans une très bonne forme, même s'il n'a pas marqué hier soir à Brentford. Mais quand c'est bien joué, alors il n'a pas la réussite à l'arrivée, mais vous voyez qu'évidemment il est capable de faire autre chose. Il faut arrêter de dire que c'est juste un joueur dans la surface. À Dortmund, il marquait des buts en partant de 40 mètres, en faisant des actions, etc. Et quand ça va mal à City, quand ils n'arrivent pas à construire, vous avez vu, il est capable de faire des actions individuelles, même si ça n'a pas été couronné de succès en l'occurrence. En tout cas, votre séquence négative, elle est quand même un petit peu positive. Elle est très positive. Mais c'est ça. Oui, il reste très fort, évidemment. Mais encore une fois, vous l'avez observé hier soir, et vous avez noté, je vous ai écouté, que parfois il s'agaçait parce que le ballon allait de droite et de gauche sans passer par lui ou sinon en pose de pivot, quoi. Non, c'est pas sans passer par lui, c'est que lui voudrait qu'il y ait un peu plus de spontanéité sur les côtés.
Et vous savez que dans le jeu de Pep Guardiola, alors il y a des appels intérieurs et là on met des ballons entrés, mais quand on est un peu plus loin, on ne centre pas, on continue à combiner. Et lui, c'est un joueur de surface à qui effectivement il faut des ballons dans cette zone-là. La preuve, le but qu'a marqué hier Phil Foden, c'est un centre plein de spontanéité sans déborder de la part de De Bruyne. Et Foden il est dans la surface. Donc oui, à ce moment-là, il s'est agacé parce qu'il avait l'impression de faire beaucoup d'efforts parce que Philippe l'a dit, sur les 3 derniers matchs qu'il a joués, c'est un Haaland qui a senti que son équipe avait besoin de lui en pivot, qui a décroché, qui a gardé les ballons, sur lequel on s'est appuyé sur du jeu un peu plus direct. Donc il aimerait bien en retour être servi dans la surface de réparation pour marquer. Et de son côté, le Paris Saint-Germain est 25e au classement, on l'a dit, virtuellement éliminé. L'équipe de Luis Enrique se doit de réagir, ne serait-ce que pour redorer le blason de son entraîneur qui n'est pas vraiment en réussite en Ligue des Champions. Oui, parce que si tout est quasiment parfait en championnat, le titre en Ligue 1 la saison dernière, la première place actuellement en Ligue des Champions, le bilan est quand même plus que mitigé pour l'entraîneur espagnol. Depuis le début de la saison dernière en C1, 7 victoires, 3 nuls et 8 défaites, dont déjà 3 cette saison. Un club qui encaisse beaucoup de buts, 21 buts encaissés, qui en marque pas beaucoup cette saison. Il y en a eu 26 depuis le début de la saison dernière. Mais surtout, on va regarder les chiffres de Luis Enrique, qui affiche à la fois les plus faibles ratios de victoires, de points par match et de buts par rencontre du Paris Saint-Germain depuis que Paris a été racheté par les propriétaires qataris. Regardez, pourcentage de victoires, c'est Thomas Tuchel qui occupe la tête avec 64%. Tout en bas du classement, Luis Enrique, 39% de victoires seulement. D'ailleurs, on constate que c'est les 3 derniers entraîneurs du PSG qui ont les moins bons pourcentages de victoires. On peut peut-être s'interroger sur le nouveau cap et sur la nouvelle orientation donnée par les propriétaires à l'arrivée de Luis Enrique. Les points par match, 1,3. Là aussi, il est très loin de Carlo Ancelotti qui lui inscrivait 2,1 points par match à son époque il y a 10 ans. Et puis aussi sur les buts marqués par match en Ligue des Champions. Là aussi, Luis Enrique est dernier de ce classement, très loin derrière les 2,8 buts en moyenne inscrits par l'équipe qui était dirigée par Unai Emery. C'est un entraîneur qui peine à convaincre avec ses idées sur la scène européenne. Mais bon, les supporters peuvent se rassurer avec la dernière série de victoires en Ligue 1, en championnat. La dernière, c'était à domicile contre Saint-Etienne. C'est le match que vous avez commenté, José. Comment vous les avez trouvés, les hommes de Luis Enrique? Pas rassurant. Pas rassurant, d'accord. C'est une victoire, mais pas rassurant. Malgré la victoire, pas rassurant, non. Samuel, on a donc vu que Man City n'était pas encore tout à fait serein. On l'a vu hier soir. Est-ce que, selon vous, le PSG a retrouvé une bonne dynamique? Déjà, je sais pas parce qu'ils ont. C'est ça le problème. Non, mais parce qu'ils ont. Non, mais comme l'a dit José, ils ont tellement de marge en championnat. C'est comme un PSG moyen réussit à gagner ses matchs. Et on l'a vu justement quand on était enthousiaste avant les matchs du PSG parce qu'ils avaient fait des bons matchs en championnat. Que le niveau de la Ligue des Champions, le curseur s'élève. Et on l'a vu contre Arsenal. Ils n'ont pas réussi à suivre le rythme sur ce genre de match. Et il y a d'autres matchs où ils étaient très moyens. On ne peut pas être aujourd'hui PSG 25e. Et que ce soit que le fait du hasard. Pas faux. C'est qu'à un moment, ils ne sont pas au niveau. Et s'ils n'élèvent pas leur niveau au niveau intensité, qu'ils trouvent de la confiance, parce qu'en Ligue des Champions, quand vous ratez un but, vous ne savez pas si vous allez avoir une autre occasion pendant 89 minutes. En championnat, vous êtes pratiquement sûr, et ils en marquent déjà pas beaucoup, que si vous avez une occasion au bout de 5 minutes de jeu, vous êtes PSG, vous risquez d'en avoir, je ne sais pas si vous les mettrez au fond, 3-4 derrière. Donc il y a tous ces critères qui rentrent en ligne de compte. J'espère qu'ils réussiront, mais ça ne va pas être simple. José, c'est le match que vous allez commenter. Vous serez au Parc des Princes mercredi prochain. Vous donnez l'avantage à qui, vous? Bon, il y a des doutes un peu de chaque côté, j'ai l'impression. Il y a des doutes de chaque côté. Pour revenir au Paris Saint-Germain, c'est qu'il y a tellement de rotations quotidiennement. Donc, mais je mettrais. Pas de certitude. Pas de certitude, mais je mettrais un avantage à Paris qui est à domicile quand même. Et qui se doit, en tous les cas, c'est le match, c'est maintenant ou c'est fini. Donc, un peu de ça, à eux il restera un rattrapage peut-être contre Stuttgart. À un moment donné, à force de dire. On se retrouve dehors. On se retrouve dehors. C'est donc. Alors, cette grosse gifle prise par le Real fait énormément jaser. Ça fait toujours parler. Ça a laissé des plumes, bien évidemment. Le Real doit réagir. C'est le grand Real. C'est le club emblématique. C'est le club historique. C'est également le club qui a 14 Ligues des Champions. Cette victoire fait mal, bien qu'elle soit juste une défaite du Real en Super Coupe d'Espagne. C'est pas une très grosse compétition, donc on peut légèrement relativiser, même si en interne ça fait jaser. Est-ce que Carlo Ancelotti sera remplacé? On sait très bien que son successeur pressenti c'est Xabi Alonso. Mais est-ce que ça se fera pour tout de suite? Ça c'est pas sûr, parce que même si on décide
de mettre Carlo Ancelotti sur la sellette, même si on décide de le remplacer en tant que coach, on devra choisir un intérimaire interne. Voilà, en cas de choix, donc, on devra choisir un intérimaire interne. Et si on décide de choisir un intérimaire interne, on doit bien faire les choses. Voilà. On doit vraiment bien faire les choses. Si on décide de choisir un intérimaire interne, on doit bien faire les choses, bien sûr. Ce sera qui? Raoul, Arbeloa. Donc il y a tellement d'options. Est-ce que ils sauront gérer les égos? Il y a cet Ancelotti qui, lui, sait gérer les stars, qui est calme, qui est aimé du public madrilène. Est-ce que Pérez va courir le risque de s'en débarrasser aussitôt? De notre côté, il y a des certitudes quand même par rapport à son travail, par rapport au fait, parce qu'il avait pour mission d'améliorer le jeu de Kylian Mbappé. Donc on sait qu'à ce niveau, il a fait des efforts, Kylian Mbappé joue mieux. Voilà. Est-ce que ce n'est pas une satisfaction de son président qui estime que bon, si Kylian Mbappé joue mieux, pourquoi se débarrasser d'Ancelotti aussitôt? Peut-être lui laisser encore un peu de temps, peut-être qu'il trouvera la formule pour que la bayonnaise prenne. Mais on sait également que ce Real est capable d'avoir 8-9 vies, toujours donné, on va dire, au plus bas, mauvaise performance en décembre et en janvier. Revenons sur cette victoire écrasante du Barça sur le Real Madrid. J'ai réservé pour vous quelques statistiques importantes à savoir. Il faut savoir que c'est la 14e fois dans l'histoire que des classicos que le Barça inscrit au moins 5 buts contre le Real. Ça s'est déjà arrivé 14 fois, c'est énorme. Donc sur les 2 derniers classicos, ça fait 9 buts marqués, c'est-à-dire 4-0 et puis le 5-2. Ce n'est pas arrivé depuis 1950. Donc Hansi Flick est en train de faire quelque chose d'incroyable. C'est incroyable ce qu'Hansi Flick fait. Voilà. La Manita, c'est-à-dire marquer 5 buts. La Manita, c'est la 5e fois que le Barça réussit une Manita. Marquer 5 buts à l'extérieur, c'est la 5e fois que ça arrive. C'est incroyable, ces statistiques. Donc, le record pour Ancelotti, donc c'est la première Manita subie par Carlo Ancelotti en 320 matchs à la tête du Real Madrid. C'est-à-dire que Ancelotti, lui, n'avait jamais subi une Manita. Le Real avait subi d'autres Manitas, mais ce n'était pas sous Ancelotti. C'est donc la première fois qu'Ancelotti concède, je veux dire, une Manita. Ça montre à quel point ce Barça de Flick est fort. C'est un Barça surpuissant, c'est un mastodonte, ce Barça. Voilà. Le Real Madrid n'avait plus jamais encaissé 4 buts avant la mi-temps depuis mai 2006. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas encaissé 4 buts. En 45 minutes. En moins de 45 minutes, c'est incroyable. C'est incroyable comme stat. Voilà. En ce qui concerne le trio offensif, Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha ont tous marqué, répétant leur performance des matchs précédents au Bernabéu. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu stopper, après les 4 buts que le Real a pris, on n'a pas su stopper ce trio puissant, ce poison triangulaire devant. Voilà, donc comme je disais tantôt, c'est clair que dans cette équipe, il y a un gros problème de déséquilibre. Il y a plein de joueurs qui manquent, il y a plein de blessés. Il y a Carval, notamment sur le flanc droit, en fait de l'arrière droit et le capitaine de l'équipe du Real qui manque. Il doit beaucoup travailler pour revenir, il promet de revenir, mais c'est compliqué. Il y a à gauche où c'est pas très stable entre Mendy, pourtant moi j'aime bien ce Mendy, entre Mendy et que ce soit Fran Garcia. Bref, le côté gauche est un peu compliqué, Camavinga. Quand on le met là-bas, il n'assure pas. En tout cas, tous les Français, quand on leur change de poste, ils sont complètement perdus et ça crée de gros problèmes à Ancelotti qui doit composer avec des joueurs qui ne doivent pas normalement jouer ensemble. C'est un véritable casse-tête. C'est pour ça que c'est difficile de remplacer Ancelotti. Parce que si on le remplace, on ne sait pas comment. Un autre coach ne pourra pas composer. Il fera forcément des choix. Il blessera pas mal de joueurs. Voilà. Il y a le jeu déjà de Mbappé qui influe sur les performances de Vinicius qui n'est pas à son poste à chaque fois parce qu'on veut plaire à Mbappé. Mbappé a fait des sacrifices pour venir au Real. Ça, on l'a compris. Donc Florentino Pérez respecte ça. Il veut rendre Mbappé le sacrifice qu'il a fait. Déjà, il a baissé son salaire de moitié. Il est venu gratuitement. Il a fait beaucoup d'efforts pour être au Real, pour réaliser son rêve de gosse. Donc le Real veut lui rendre un peu ça en étant solidaire vis-à-vis de ses contre-performances du début. Mais ça commence quand même à empiéter, ça influe sur le rendement des autres joueurs. Donc c'est une équipe complètement déséquilibrée. Mais on sait souvent qu'au mois de mars, le Real sait se réinventer. Et puisqu'ils sont 20e au classement de la nouvelle Formule Ligue des Champions,
faut qu'on remonte quand même. C'est pas digne du Real, quand on sait que le 25e peut être sorti. Il reste quelques matchs seulement, 2 ou 3 matchs. Donc c'est très très dangereux, c'est très grave. En tout cas, on verra ce qui se passe juste le match après le Barça, c'est-à-dire contre Las Palmas. On verra si le Real se réveille, s'il y a un sursaut d'orgueil, s'ils pourront mettre 3, 4, 5 buts, ce serait vraiment bien. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. L'analyse va être trop longue si on continue, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo aussi, mais dans la prochaine vidéo, on va aller en profondeur dans l'analyse, on va analyser d'autres points, on parlera également du match avec Las Palmas et tout ce qui va se passer. On parlera également du Real qui a été freiné dans le match suivant, le match nul contre Retafe. Donc on verra ce qui se passe, on suivra l'évolution de ces deux grands clubs, surtout du meilleur club du monde, le Real Madrid, bien sûr, avec 14 Ligues des Champions, c'est clairement le meilleur club du monde. Est-ce que vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas, abonnez-vous sur ma chaîne, si c'est la première fois que vous regardez, si vous aimez le foot, j'ai une playlist foot, et j'ai également une playlist actualité, donc vous en avez pour tout, le football, l'actualité. Voilà, donc désormais ça se passe ici. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Partagez au maximum pour qu'une d'autres personnes puissent me voir. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Disons, à la moindre actualité, moi je balance. Donc il n'y a pas de jour précis. Quand il y a de l'actualité, quand il y a du nouveau, on balance. Donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas également, je donne une formation. Vous allez regarder l'élément d'information juste derrière. Alors en termes de confrontation globale, historiquement, 53 confrontations dans le Classico. Le FC Barcelone a remporté 27 victoires contre 18 seulement pour le Real et 8 matchs nuls. Donc le Barça est devant en termes de confrontation. En ce qui concerne le Classico, le Barça a remporté donc 8 de ses 10 derniers matchs, tandis que le Real n'a gagné que 5 de ses 10 derniers matchs. Ça veut dire que le Barça est en super grosse forme, pendant que le Real n'a pas trouvé l'équilibre depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, il faut le dire. Mbappé apporte un déséquilibre à cette équipe. Parce qu'il faut absolument le faire jouer. C'est une star, mais derrière, on n'arrive pas à trouver l'équilibre. Il faut rappeler que Modric est sur le banc, Kroos n'est plus là, le milieu souffre. Soit Meunier qui en défense, mais qui ne le défend pas comme un défenseur, ça devient très très compliqué pour le Real. Donc, le Barça remporte dans cette super coupe d'Espagne. Il faut rappeler qu'au classement actuel, le FC Barcelone est en tête du championnat avec 45 points en 15 matchs, suivi du Real qui a 37 points en 14 matchs. Donc le Barça est très très bien parti pour remporter cette Liga, pour remporter la Liga, mais le Real n'a pas dit son dernier. Vous pensez que le Real a 8 vies, il est capable de se réinventer, de revenir en puissance. Mais ce Barça de Flick a quelque chose qu'on n'a pas vu depuis 1850, depuis 1950, vous avez vu. Depuis 1950, on n'a pas eu une telle maîtrise. 9 buts en 2 classicos, c'est pas arrivé depuis 1950. Donc Flick fait un travail incroyable. J'insiste sur Flick parce que ces mêmes joueurs-là, Xavi les avait la saison dernière, mais il avait des points, mais il n'avait pas des victoires spectaculaires. Il n'avait pas une telle maîtrise en fait. C'est incroyable, mais c'est incroyable. Je suis madrilène, mais je dis bravo. Je dis félicitations.